Bonjour à toutes, bonjour à toutes, bienvenue sur les ondes de Colavive. Vous êtes bien calé sur le 100 FM, la fréquence juive de Toulouse, et vous êtes dans votre magazine Israël le Mag. Aujourd'hui, c'est Laurent qui nous accompagne toute la matinée à la technique. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Et puis, bien entendu, nous sommes avec Chaim. Bonjour Chaim. Bonjour Serge. Shavuot Tov à tous, en tout cas, une bonne émission qui se prépare. Chaim, peut-être nous faire le point sur la situation actuelle à l'instant T, comme d'habitude, et puis nous dévoiler le programme. Eh bien écoutez, l'instant T, c'est tout d'abord un soldat d'Israël qui a voulu défendre Israël et qui est mort hier au Liban. Il s'agit de Michael Tchoukin, qui était originaire d'Ashkelon, qui avait 21 ans. Il avait fait son alia il y a 6 ans à peine avec sa maman d'Ukraine. Et puis hier, il est tombé, 4 soldats ont été blessés. Et puis, on va en parler tout à l'heure, il y a eu une reconquête extrêmement importante, 26 ans plus tard, puisque Beaufort a été reconquis par Tsahal cette nuit. On va en parler. Tout à fait. Et si vous voulez, je vais donc vous indiquer quels sont nos invités pour parler de cette actualité immédiate. Dans une minute, nous allons recevoir Stéphane Jouffa. Stéphane Jouffa qui est à Metula. Alors, est-ce qu'il faut le rappeler? Mais Metula, c'est la ville qui est la plus au nord de la Galilée, donc en face, vraiment en face, je dirais, du Hezbollah. On va parler avec lui, bien sûr, de ce qu'il vit à Metula. Je rappelle que Stéphane est le rédacteur en chef de Metula News Agency, qui fonctionne depuis 2002. Et on va évoquer avec lui la situation sécuritaire, pas seulement au Liban, mais également ce qui se passe à Gaza et ce qui se passe en Iran. Ensuite, on va recevoir Yehuda Lankri. Yehuda Lankri, l'ancien ambassadeur d'Israël en France et aux Nations Unies. Et on se posera la question qui est, mais cet accord États-Unis-Iran, où est-il? Et puis, enfin, dans la dernière partie de l'émission, nous recevrons Jacques Bandela, qui est un économiste de talent, renommé. Et avec lui, on se posera la question, mais où va l'économie israélienne? Et notamment, pourquoi le shekel est-il tellement fort? Un petit problème son avec Chaim. Voilà, et de suite, nous prenons notre premier invité, donc Stéphane Jouffa, comme vous le rappelez, notre ami Chaim, rédacteur en chef de Metula News Agency à Metula. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour Serge et bonjour aux auditeurs et spectateurs de Colavive. Alors, bien entendu, vous êtes à Metula et donc, à l'instant, Chaim nous a dit où se trouvait Metula. Alors, aujourd'hui, quel est le vécu des habitants du nord d'Israël? Quelque chose de plus en plus inquiétant, en tout cas, on a l'impression qu'on va se retrouver peut-être dans une situation qu'on avait au début de la guerre, après le 7 octobre. On a déjà quelques villes qui se vident. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors nous, c'est un village, c'est 2500 habitants, on est sur la frontière. La rédaction de la MENA se trouve à 380 mètres du Liban. De l'autre côté, il y avait une ville libanaise chiite, Kfar Kilé. Elle est aplanie, elle est devenue un terrain de football, après qu'ils nous ont quand même tiré dessus pendant une année, et notamment détruit nos bâtiments. On les a reconstruits jusqu'au mois de septembre. Il y a peu de monde. Je dirais que sur 2500 habitants, si on est 300, c'est un maximum. Et on est en pleine guerre. C'est difficile à dire, mais probablement que pendant notre interview, pendant notre intervention, eh bien, on va assister à des départs de missiles du dôme de fer, à des bombardements d'artillerie et autres. Et pour nous, c'est le quotidien. Et je dirais que hier, avant-hier, on a battu tous les records. C'est-à-dire que le dôme de fer a tiré plus de ces missiles Tamir que depuis qu'on en a souvenance. C'est le record. On a dû tirer à peu près 40 missiles du dôme de fer. Et vous verrez, j'espère pour que les auditeurs téléspectateurs puissent se rendre compte, c'est absolument assourdissant. Les gens qui n'ont pas l'habitude plongent sur le ventre, font leur prière et pensent que leur dernière heure est venue. Ça, c'est notre quotidien. Alors, ce quotidien est quelque chose d'étrange. C'est que si on prend sa voiture
et qu'on roule de 15 kilomètres en direction du sud, c'est la paix. C'est comme à Toulouse, c'est la paix. Il n'y a absolument aucun signe de guerre. Tel Aviv vit dans la paix, les plages sont pleines, les plages du lac de Tibériade sont pleines, et nous, ici, on est quelques milliers de, de résistants, je dirais, qui ne désireront pas quitter notre lieu d'habitation, alors comme nous, ici à la MENA, on fait le même métier que vous, on est informateur, donc on est aux meilleures places et on fait notre travail. Mais ça, vous avez demandé dans quelle situation nous vivons. Nous vivons en pleine guerre. Alors, mais ça veut dire Alors, ça veut dire en clair que Israël a réussi à repousser quand même les attaques du Hezbollah, puisque apparemment les actions se passent uniquement autour de la frontière entre Israël et le Liban, puisque après, vous dites, à bout de 15 kilomètres, on retrouve la paix. C'est ça que ça veut dire c'est techniquement et militairement parlant? Ou bien alors c'est juste un événement? Si je souris, c'est que ce que vous dites est tout à fait juste, mais pour le reste des habitants d'Israël. Nous, on est un peu inquiets parce qu'on est du mauvais côté de cette ligne Tout à de fait. séparation. Et oui, et la routine faisant, eh bien, les gens du centre du pays se désintéressent de plus en plus de notre cas, de notre sort. Et ça, c'est bien naturel. On n'est même pas révolté contre les personnes. On est peut-être révolté contre le gouvernement qui n'a pas forcément des options très claires sur ce qu'il veut faire au Liban. L'armée fait son travail merveilleusement. L'armée, elle décide pas, elle fait ce que le gouvernement lui dit de faire. Alors effectivement, elle a occupé dans un premier stade une bande de 10 kilomètres au sud du Liban, ce qui a eu pour effet d'éloigner les missiles anti-chars du Hezbollah, d'éloigner de nos maisons. Ce sont des missiles anti-chars, pour être très précis et prosaïque, qui ont détruit notre rédaction. Deux missiles, alors qu'on travaille, on était dans la maison, on a eu pas mal de chance. Et ces missiles ne peuvent plus atteindre Israël. Ces missiles ont une portée de 4 kilomètres environ. Et c'était l'arme principale du Hezbollah. C'est l'arme qui a détruit à peu près 40% des maisons de Metula et des 24 localités sur la frontière. Cette menace, la pire, est éloignée. Une autre menace qui est éloignée et qui n'existe plus non plus ou presque plus, ce sont les roquettes. On se rappelle que tout le monde avait très peur du fait que le Hezbollah était censé détenir 120 000 roquettes et on les interceptait pas toutes et on a progressé dans nos capacités d'interception et on a des nouveaux modèles de dômes de fer qui approchent le 100% d'efficacité. Alors, on voit, on est comme au cinéma, on voit partir les missiles d'interception, on les voit abattre les roquettes du Hezbollah, ça fait des champignons dans le ciel, ça fait beaucoup de bruit et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien, mais c'est pas totalement hermétique. C'est-à-dire qu'il y a, pas la nuit dernière, mais la nuit précédente, il y a quand même sur peut-être une centaine de tirs, il y a une roquette assez grosse d'ailleurs du Hezbollah qui est tombée au centre de Kiryat Shmona, qui se trouve à 11 kilomètres au sud de l'endroit où je me trouve. Et on a eu beaucoup de chance, Serge et Chaim, de ne pas avoir de blessés, mais les dégâts sont conséquents. Il y a toute une aile d'un centre commercial qui est totalement détruite. Et de nouveau, il n'y a pas eu d'interruption de programme sur les chaînes d'information israéliennes. C'est vrai que c'était dans la nuit. On en a à peine parlé, il y a eu peu d'images et le sentiment des gens de ma région, c'est d'être largement abandonné et de ne pas savoir non plus ce qui va se passer par la suite. alors, Stéphane, une double question. La première question, c'est, mais pourquoi vous êtes installé à Metula et pourquoi vous y restez? Et puis la deuxième question, c'est, vous avez évoqué ce sentiment d'abandon des habitants du nord d'Israël par le gouvernement. Et puis de l'autre côté, apparemment, Donald Trump ne permet pas à l'armée israélienne de mener des offensives. Donc, est-ce qu'au fond, le gouvernement israélien n'a pas les points liés? Alors, première question, je suis né ici, donc je suis né à Tzfat, et c'est tout près d'ici, donc c'est mon emplacement de vie naturel. Et puis j'aime bien voir le danger en face en plus. Et les gens qui m'accompagnent, il y a 20 personnes qui travaillent à la Metula News Agency, pas tous à Metula, mais
on est déjà entré avec l'armée au Liban, on se rend compte visuellement de ce qui se passe, et puis on a beaucoup d'informations que les autres n'ont pas. Et qu'on diffuse et on a établi notre fiabilité. C'est bien et ça étend la curiosité. C'est très délicat de se trouver dans une zone de guerre, mais en même temps, c'est une expérience qui est absolument passionnante pour les gens qui aiment ça. Et quand on est reporter de guerre ou analyste stratégique, on aime ça effectivement. Maintenant, au sujet de Monsieur Trump, quand on s'engage dans une guerre, il faut prévoir ce qui va se passer pour un gouvernement. On peut pas juste ouvrir le feu, attaquer certaines zones et se dire que c'est l'ennemi qui va se suicider pour faire le reste. On était en communication, Monsieur Netanyahou et le gouvernement étaient en communication avec Donald Trump. Il fallait avoir un protocole d'action avec le président Trump. Un protocole pour le Liban, un protocole pour Gaza et un protocole pour l'Iran. Aujourd'hui, il y a une population de 10 millions de personnes en Israël qui est totalement attachée aux décisions de Trump et qui change à peu près, vous l'aurez remarqué, comme nous tous les matins, et qui peut décider de la suite de notre existence. Et j'ajoute une chose qui est extrêmement dérangeante pour l'analyse stratégique que je suis, c'est nous qui avons fait le boulot en Iran. Dans la première phase, tout ce que les Américains ont fait, c'est le dernier jour d'attaquer des centres liés au nucléaire iranien, donc une attaque. Et la deuxième fois, je dirais que les pilotes israéliens ont fait 80% du boulot. Et pourquoi je mentionne cela? C'est qu'on est totalement évincé des négociations. Les négociations se sont tenues au Pakistan, à Islamabad. Islamabad, et le Pakistan, le Pakistan est un des pays qui déteste le plus Israël, le plus hostile à Israël. Et on a laissé, sans ouvrir la bouche, sans s'exprimer, un pays qui est aussi hostile à Israël élaborer le contenu de l'accord que Trump discute actuellement avec les Iraniens. Pour nous, c'est de la folie. Pour quelle raison Israël, qui est le vainqueur de cette guerre sur le terrain, ne participe pas aux négociations qui vont définir son avenir? C'est révoltant pour nous, c'est pas intelligent. Et si Trump n'accepte pas que nous participions à ces négociations, eh bien qu'il le dise. D'abord qu'on le dise publiquement, on tient à participer à ces négociations. On n'acceptera absolument on n'acceptera absolument aucune décision qui sortira de ces négociations si on n'y a pas participé, ça on peut le dire, et laissons Monsieur Trump, en toute courtoisie, nous dire que ça ne lui plaît pas et qu'on doit être exclu des négociations. Ça signifierait que le Pakistan, l'Iran ont le droit d'y participer et le vainqueur de la guerre, non. On n'en parle pas souvent, c'est un éclairage que nous avons. Pour nous, c'est une aberration, comme il y a pas mal d'aberrations dans la manière dont on gère ce conflit ou ces conflits. Alors Stéphane, hier, on a appris que Tsahal avait repris Beaufort. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est l'importance stratégique de cette reconquête? Alors peut-être avant l'importance stratégique, il y a une importance symbolique. L'emplacement du quartier général du Hezbollah dans le sud, à partir de Beaufort, qui est à 3 kilomètres de l'endroit où je me trouve. Le Hezbollah, avec de bonnes jumelles, pouvait voir ce que je préparais à manger dans ma cuisine. Donc c'était assez désagréable, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis le Hezbollah, c'est le Hezbollah qui a fait de la citadelle de Beaufort un symbole. Ils ont même installé un musée sur cette citadelle qui est magnifique d'ailleurs. Et c'était un parc d'attractions pour les adeptes du Hezbollah qui venaient de Beyrouth passer le week-end dans la région. Eh bien, ils n'ont plus cette possibilité. Et puis, on était également parti de Beaufort. On l'avait occupé pendant pas mal de temps. On était parti un petit peu avec la queue entre les jambes. Et, Et et c'était en 2000. ouais, on y revient. Le drapeau israélien, je le vois depuis la fenêtre, flotte, flotte. Il y a quelqu'un qui insiste, qui ne sait pas qu'on est en émission. Euh,
Donc le drapeau israélien flotte sur Beaufort. Et puis maintenant, c'est nous qui voyons toute la plaine de la Beka. Et on voit, depuis la citadelle de Beaufort, on voit jusqu'à la mer Méditerranée, on voit tout le Liban Sud. C'est un promontoire très intéressant. Pour peu encore qu'on sache qu'on ait défini entre les militaires et les politiques, qu'on ait défini ce qui va se passer après, parce qu'on y était déjà à Beaufort. Et maintenant, il faut savoir, est-ce qu'on va continuer à avancer? Est-ce que le président Trump, Chaim, comme vous l'avez très précisément dit, va nous laisser faire ce qu'on a à faire, c'est-à-dire désarmer le Hezbollah, faire en sorte que le Hezbollah ne soit plus une menace pour les citoyens d'Israël. Et c'est très important parce que si la situation perdure comme elle existe maintenant, ce qui va se passer, c'est que les gens vont pas revenir à Metula. On va pratiquement abandonner non pas 24 localités qui sont 6 sur la frontière, mais on va abandonner des localités, je dirais, à 10 kilomètres de la frontière. On parle de 200 000 personnes. Est-ce qu'un gouvernement qui peut faire autrement, qui a comme fonction primaire de régir et de protéger la vie de tous ses citoyens, pas uniquement ceux qui habitent Haïfa, Tel Aviv et Jérusalem, mais aussi ceux qui habitent Shmona, Shlomi et Naharia, eh bien, est-ce qu'il va faire son boulot? Je ne sais pas. Alors, Stéphane, vous avez parlé tout à l'heure des négociations entre l'Iran et les États-Unis, je dirais plutôt entre les États-Unis et l'Iran, et on se rend compte que Israël est en train de mettre la pression au maximum sur le Hezbollah, essaye de le repousser très loin derrière l'Italie, et Israël a fait des bombardements sur les positions du Hezbollah au-delà de l'Italie, que Israël a repris donc Beaufort, et ça c'est très important. Sur le plan symbolique, comme vous l'avez dit, on a l'impression qu'Israël, justement, ne sachant pas où Trump va aller demain ou après-demain ou dans 5 minutes, Israël essaie d'aller un maximum militairement parlant pour essayer d'avoir des positions favorables et justement aller vers peut-être pas un désarmement, parce qu'a priori, Israël n'aura pas le temps, mais au moins de diminuer les capacités militaires du Hezbollah, surtout si, dans l'accord, il y aurait éventuellement un arrêt de l'alimentation militaire de la part d'Iran vers ses proxys. Bon, alors, cette fourniture logistique n'existe plus, Serge. Ce qu'on appelait l'autoroute iranienne en Syrie est fermée depuis l'accession du nouveau pouvoir à Damas. Donc, c'est pas un souci et c'est très important. C'est-à-dire que ils utilisent des armes qu'ils prennent dans leurs réserves. Et chaque roquette qu'ils tirent, eh bien, elle n'est pas remplacée. Ça, c'est un grand avantage pour nous. Puis, on sait quand même ce qu'on fait. Tsahal a deux buts actuellement, c'est-à-dire faire reculer le Hezbollah, non pas vers le Litanie, on est sur le Litanie depuis déjà pas mal de jours. Au-delà. Au président Oui, Emmanuel. on est en train de tacler le Zaharani, le Zaharani, qui est le prochain fleuve, qui est à peu près 40 kilomètres de la frontière israélienne, avec pour capitale régionale Nabatillé. Et c'est à cet endroit qu'on se bat actuellement. C'est à cet endroit que ça avance. Donc, soyons clairs pour nos auditeurs téléspectateurs. Première fonction de l'offensive, c'est que les gens qui sont à Metula, qui sont sur la frontière, les gens de Kiryat Shmona, soient protégés des tirs du Hezbollah. Ça, c'est un. Et la deuxième chose qui est pas moins importante, parce que il y a quand même des victoires militaires qu'il ne faut pas oublier, eh bien, on occupe cette région. C'est une région qui, si on arrive aux Zaharani, va constituer à peu près, je dirais, un cinquième du territoire libanais. Et on va dire, on l'a déjà fait puisqu'il y a des négociations à peu près chaque 2 semaines maintenant à Washington avec une délégation officielle libanaise. Qu'est-ce que nous disons aux Libanais, qui l'ont très bien compris au niveau gouvernemental? Si vous voulez récupérer cette section, ce cinquième, ce sud-Liban, il y a deux choses à faire. Premièrement, discuter avec nous de conditions de sécurité avec des garanties extrêmement sérieuses. On ne veut plus que les citoyens israéliens du nord d'Israël soient menacés par le Hezbollah et accessoirement, on ne veut plus non plus que... j'ai vraiment un problème, il y a des gens qui nous cherchent, je suis désolé, mais...
Oui, je disais que la deuxième, accessoirement, on veut pas non plus que nos voisins, on veut avoir des bonnes relations avec nos voisins du sud Liban. On veut pas non plus qu'ils vivent une guerre toutes les 7 ans. On peut pas s'entendre avec eux, on peut pas développer la région si c'est le cas. Donc il faut leur tendre la main, il faut leur parler. Et puis la deuxième condition, qui fait partie de la deuxième fonction de l'offensive israélienne, elle est simple, c'est signer un accord de paix avec le Liban. Ce qui changerait absolument tout dans la région, ce qui ouvrirait des possibilités extraordinaires de coopération. On a besoin, on est complémentaires au niveau des économies. On a besoin de la main-d'œuvre libanaise qui est très développée, mais qui est extrêmement pauvre. À Beyrouth, les gens qui ont les meilleurs salaires gagnent 300 euros, 350 euros par mois. En Israël, en moyenne, on va gagner 2000, 2500 euros par mois. On a besoin de cette main-d'œuvre hautement qualifiée. Et eux ont besoin d'argent. Et ils ont besoin d'argent, ils ont besoin aussi de regagner de regagner le giron des pays arabes, notamment la sympathie de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis. C'est là que l'argent se trouve, c'est là que l'investissement se trouve. Le Liban en a extrêmement besoin et ces pays poussent au maximum le Liban à conclure un accord de paix avec Israël. Voilà nos deux objectifs tels qu'ils existent maintenant. Maintenant, si ça ne fonctionne pas, eh bien, on devra amplifier l'offensive, aller encore plus loin, s'approcher de Beyrouth, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une organisation terroriste supplétive de la théocratie iranienne qui nous tire dessus quand elle a envie de le faire et qui nous empêche de vivre une vie paisible. Alors, Stéphane, il y a aussi Gaza. Gaza, il y a un cessez-le-feu. Il y a, bien évidemment, on a envie de dire, bah, le Hamas ne s'est pas désarmé. Bien évidemment, on a envie de dire que ce fameux Conseil de la paix, bah, il est au point zéro. Alors, est-ce que ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, une reprise des hostilités, c'est inévitable? Bon, Chaim, je suis analyste stratégique. Alors, je sais ce que vous avez dit, et c'est tout à fait à sa place, mais on a la mémoire courte. Je suis là notamment pour la réveiller, la mémoire. Qu'est-ce qui nous ennuyait? Qu'est-ce qui était néfaste, hostile à Gaza par le Hamas? On l'a oublié, et c'était notre vie de tous les jours. Serge, vous avez une réponse? C'est moi qui fais juste cette question, je vous ennuie plus après. Ah, petite coupure là avec notre ami Stéphane. Vous Il voulez est que je là. répète la question? Oui, oui, s'il vous plaît. Quelle était la nuisance du Hamas pendant 30 ans par rapport à Israël, qu'on a totalement oublié? Il y en avait une, pas deux, une. Chaim? Ben, le terrorisme. Non, pas du tout. On n'a pratiquement pas souffert du terrorisme de proximité de la part du Hamas jusqu'au fatidique 7 octobre, 7 octobre 2023. Non. Ben, comme on n'a pas toute la journée, je vais répondre à la question. Les roquettes du Hamas. Tous les 3 mois, on avait des attaques de roquettes sur le pourtour israélien, les kibbutz du pourtour israélien de Gaza, quand ça dégénérait sur Ashkelon et Ashdod, et puis aussi souvent sur Tel Aviv et Jérusalem. Et le Hamas aussi possédait des dizaines de milliers de ces roquettes. C'est la seule fois depuis 5 ans qu'il y a quelqu'un qui insiste autant pour m'appeler. Je suis absolument désolé. Oui, donc c'était ça la nuisance du Hamas. Et c'était exclusivement cette nuisance. Et depuis notre opération à Gaza, cette nuisance n'existe plus. Même au plus clair de la guerre entre Israël et l'Iran, quand la théocratie iranienne était à genoux et demandait au Hamas d'ouvrir un troisième front contre Israël, le Hamas n'avait pas les moyens de le faire. Le Hamas n'a plus de ces roquettes, on les a pratiquement toutes détruites. Et en même temps,
Le Hamas n'est pas capable d'en produire de nouvelles. Et le Hamas est totalement encerclé par l'armée israélienne. Ça signifie que comme au Liban, il n'y a plus d'arrivée d'armes de nulle part, ni de la mer qu'on contrôle, ni de l'Égypte qu'on contrôle avec l'Égypte. Le reste, c'est Tsahal qui le contrôle. Et je vais vous dire le fond de ma pensée. Le Hamas et Gaza tels qu'ils sont aujourd'hui ne nous ennuient pas. Ils ne tuent pas et ils sont incapables de tuer des Israéliens. Ce n'est pas notre priorité. Ça peut être une priorité politique pour certains partis dans une année électorale. Moi, en tant qu'analyste stratégique, ça ne m'intéresse absolument pas. Les gens à Sderot vivent correctement, comme à Tel Aviv. C'est mon étalon de comparaison. Les gens à Netivim, toute la bande israélienne le long de celle de Gaza vit normalement. Et ça ne peut pas changer parce que le fait que le Hamas joue les gendarmes à Gaza, c'est un petit peu désagréable, mais je préfère que ce soit le Hamas qui fasse la police à Gaza que les soldats de Tsahal parce que on en perdrait. C'est une information, c'est peut-être un scoop par rapport aux nouvelles que vous recevez, mais à mes yeux, le Gaza aujourd'hui n'est pas un problème urgent pour Israël. Alors, on va parler de ces accords entre l'Iran et les États-Unis. Ma question est très simple. Si éventuellement il y avait un accord entre... D'abord, il faut savoir une chose, c'est que les intérêts des États-Unis et les intérêts d'Israël sont vraiment très différents dans cette histoire. On sait très bien que les États-Unis veulent montrer une suprématie, veulent avoir une influence sur les Chinois par rapport au pétrole. Le détroit d'Ormuz est un élément important parce que c'est la voie maritime majeure pour le transit des pétroliers. Et accessoirement, une des lignes rouges de Trump, c'est aussi le nucléaire iranien. Mais là, je doute un petit peu. Alors, si demain il y avait un accord, quels seraient les rapports de force entre Israël et l'Iran dans ce cadre-là? Il serait conditionné toujours par la décision d'un seul homme, l'homme le plus puissant de la planète, mais qui semble décider tout seul. Il écoute peut-être ses conseillers, mais la décision finale lui appartient. Il change d'avis très très fréquemment, et nous on est dépendant de cette décision. Alors ce qui intéresse beaucoup plus simplement le président Trump, c'est le détroit d'Ormuz. C'est 30% du trafic de pétrole. C'est le pétrole qui n'arrête pas de monter quand le détroit d'Ormuz est fermé, qui n'arrête pas de descendre dès qu'il y a des espoirs de le rouvrir. C'est le fait que la population américaine est extrêmement sensible à son gallon de carburant pour ses automobiles et que si le prix reste élevé, eh bien, aux élections de la mi-mandat, eh bien, Donald Trump va perdre énormément d'électeurs. C'est évidemment ce qu'il ne veut pas. Il veut pas finir sa présidence en ne possédant pas la majorité au Sénat, à la Chambre des représentants. C'est tout ce qui importe à Donald Trump actuellement. Et nous, ça nous intéresse pas beaucoup. Nous, ce qui nous intéresse, on a commencé la guerre pour empêcher les Iraniens d'arriver à la bombe atomique. À notre avis, ils étaient à 3 mois de la bombe atomique. Ça, c'est la première priorité. Puis, durant la guerre, on s'est aperçu qu'ils avaient des missiles balistiques qui étaient très performants. Dans une petite minute, si tu veux bien. Qui étaient très performants et qui nous embêtaient beaucoup. Donc, on aimerait bien pour pouvoir arrêter cette activité. Et puis, accessoirement, si on pouvait interrompre le soutien des Iraniens à leur proxy au Yémen, à Gaza, en Afrique du Nord, ça nous aiderait aussi. Et puis notre rêve qu'on a dû un petit peu abandonner parce qu'il s'est pas déroulé comme c'est vraiment un rêve. Je sais ce que vous allez dire. Alors, c'est la la révolution. Le changement de régime. Voilà. Et vous avez raison. Mais pour nous, Serge, pour nous, c'est très simple. Le détroit d'Ormuz, on s'en fiche. On a assez de pétrole.
Nous, ce qui nous intéresse, c'est que l'Iran ne devienne pas une puissance nucléaire et qu'ils aient l'interdiction qu'on puisse contrôler, qu'ils ne puissent plus fabriquer des missiles balistiques. On peut pas être sur des trajectoires plus divergentes qu'on ne l'est avec les États-Unis. Et un élément important quand même qu'il faut savoir, c'est que quand Trump rencontre le président chinois, il lui demande de ne pas armer l'Iran, le président chinois lui explique qu'il n'a jamais armé l'Iran. Et on apprend dernièrement que le missile qui a abattu le F-15 américain il y a quelques mois, quelques semaines, est un missile chinois. Donc on voit bien que finalement, dans ce monde, c'est un monde de poker menteur, j'ai l'impression. Vous me volez l'expression. Je l'avais dans la bouche et c'est ce que j'allais. C'est absolument ça, Serge. Alors, Raïm, peut-être une question, Stéphane. La Judée-Samarie, le nombre d'implantations a augmenté et il y a une information du côté de l'armée qui dit on n'a pas assez de soldats pour protéger tous les habitants de Judée-Samarie. Votre réaction? On a déjà pas assez de soldats pour défendre les civils qui vivent en Judée-Samarie. Il n'y a pas que des Israélites, il y a aussi des Arabes. La situation est terrible pour nous, terrible. Je ne cache pas que j'ai honte de ce qui se passe. On a des gens qui sont des extrémistes et des terroristes et qui attaquent pratiquement chaque nuit des villages de gens qui ne participent pas de mouvements terroristes, qui sont là. Et je les connais parce que je vais parler à ces gens, je vais parler aux habitants des implantations, je leur demande ce qu'ils font, quels sont leurs objectifs. Et ce gouvernement israélien, qui n'est pas un gouvernement de droite, qui est un gouvernement extrême droite, édéniste, dirigé par des gens qui vivent pour préparer la vie dans l'Éden, la vie d'après, pour occuper le plus possible de territoires israéliens, et puis d'en éjecter les gens qui ne sont pas israélites. Et ça, en tant que personnes qui vivons au XXIe siècle, qui faisons partie du monde civilisé, eh bien on peut pas l'accepter. Ces terroristes qui tuent, ils ont tué des dizaines de personnes depuis le début de l'année et qui mettent le feu aux moyens de subsistance, aux outils de travail de ces populations, qui mettent le feu à leurs habitations, eh bien ils ternissent l'image d'Israël dans le monde entier. Personne de normalement constitué peut accorder du crédit à ces personnes. Et c'est peut-être plus facile de les soutenir quand on est en France et qu'on les connaît pas. Je connais pas mal de gens qui le font, que qu'en les côtoyant et en voyant des gens armés descendre des collines et tirer aveuglément sur des enfants de 10 ans. Et ça, c'est notre grande révolte. Et malheureusement, la population israélienne est fatiguée. Elle est fatiguée par 7 guerres, avec 7 ennemis différents. Elle est fatiguée par 3 ans et demi de combat. Elle est fatiguée par les coups qu'elle a pris. Elle est fatiguée par les coups qu'elle a donnés. On ne peut pas vivre en permanence dans la guerre. Et puis, il lui reste peut-être pas toute l'énergie voulue pour s'opposer à ces monnaies et pour faire en sorte que l'État de droit, la démocratie israélienne prenne ses responsabilités et empêche non pas avec l'armée a raison, elle a plein d'autres chats à fouetter, mais que la police israélienne s'interpose et empêche ces éléments extrémistes, nuisibles, de détruire et de tuer des civils. Parce que à ce niveau-là, quand j'entends des critiques, notamment en Europe, il y a tellement de critiques qui sont injustifiées, qui sont effectivement de sources antisémites, que pourquoi donner à nos détracteurs des raisons objectives de faire leur propagande contre nous? C'est totalement ridicule. Alors il y a ces fameux colons qui tuent, comme vous dites, peut-être, mais et de l'autre côté, il y a aussi des Palestiniens qui mènent des attaques terroristes contre les colonies israéliennes. Donc finalement, est-ce que ce n'est pas toute cette situation n'est pas liée à un manque
de visibilité du gouvernement dans cette région et savoir ce que doit faire ce gouvernement et des directives qu'il doit avoir dans cette région. Est-ce que Israël doit annexer, doit pas annexer? Est-ce que Israël doit gérer cette situation militairement ou bien le gérer sur le plan administratif? Tout ça, c'est pas très clair. Bah, c'est surtout pas clair quand on n'a pas envie que ce soit clair. Quand on a envie de faire une salade, elle réussit la plupart du temps. Oui, bien sûr, il y a des terroristes palestiniens, il y a des gens affiliés au Hamas, il y a des gens affiliés au djihad islamique en Cisjordanie, en Judée-Samarie, et des gens qui attaquent non seulement les implantations israéliennes, mais également les rues de Tel Aviv et de Jérusalem et qui tuent des gens. Mais ce n'est pas une raison pour généraliser et pour décrire tous les Arabes de Judée-Samarie comme des terroristes. Non, certainement pas, mais peut-être que aussi l'autorité palestinienne ne joue pas son rôle aussi, qui est inexistante là depuis 2 ans et demi. Les agglomérations qui sont attaquées, pour la plupart, ne font pas partie des territoires qui sont gérés par l'autorité palestinienne. C'est nous qui avons la responsabilité de ces territoires, de tous les habitants qui y vivent. Alors je Et reviens, je reviens peux à ma première question. vous Est-ce qu'il n'y a pas, il y a pas une... je veux juste, je veux juste terminer, parce que je crois que c'est important. Je dirais qu'il y a 99% des gens qui sont attaqués par ces extrémistes, ces terroristes, il faut les appeler par leur nom, qui n'ont absolument rien à faire avec la terreur palestinienne, et c'est ça notre problème. À part ça, au niveau politique, vous avez totalement raison. Et en cette année électorale, on a un souci. Vous, en France ou ailleurs en Europe, les partis politiques présentent un programme. Ils disent ce qu'ils vont faire au niveau économique, au niveau sécuritaire. Je sais les émeutes qu'il y a eu cette nuit dans toute la France suite à la victoire du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que l'équipe pouvait gagner ou perdre, il y avait de toute façon des émeutes avec des dégâts pour des dizaines de milliers, des dizaines de millions d'euros. Il faut avoir un programme. Vous avez des partis, j'ai entendu des partis de gauche ou d'extrême gauche en France qui ont dit ce matin qu'il fallait laisser les supporters exprimer leur joie. C'est-à-dire, c'est quand même un petit peu Ah, mais extrême. je vais vous donner un scoop, Stéphane. J'ai entendu même que le Paris Saint-Germain était prêt à payer les dégâts. C'est- C'est Donc, magnifique. le Qatar, on traduit en français, Oui, on va le traduire. Ouais. Je pense que les dégâts. nos auditrices, et auditeurs et spectateurs ont bien compris ce que je voulais dire. Est-ce que c'est ce que le Paris Saint-Germain voulait dire? Alors ça, Alors, c'est revenons à notre... ces programmes, on les a pas en Israël. Donc, je ne sais pas si ça va être en septembre, en octobre, en novembre, je m'en fiche absolument. Est-ce que non, pas est-ce que, c'est même pas une question. Les Israéliens vont voter pour des personnes. Il y a les gens qui font globalement confiance à Binyamin Netanyahu, ils vont voter Netanyahou. Il y a les gens qui ont des intérêts, surtout les Édénistes, ce qu'on appelle les Haredim, les gens de Bnei Brak et de Mea Shearim, ils vont voter pour qui leur rabbin leur indique. Et il y a Benny Gantz, il y a Lieberman, etc., Yair Golan. On va voter pour eux, mais on ne sait pas. On ne connaît pas leur programme. Et il y a une chose qui est pire, Chaim. Ça, je sais que ça va vous intéresser parce que c'est une grande partie de votre existence. Avant des élections, il y a des débats en France. Des débats à la présidentielle, les deux candidats les mieux placés, même entre les deux tours. Dans la culture bibiste d'Israël, ces débats ont été abolis. C'est-à-dire que pendant les semaines qui précèdent les élections en Israël, on n'a pas de débat, zéro débat. Monsieur Netanyahou ne s'exprime pas sur les télévisions israéliennes, il le fait uniquement sur les télévisions américaines, et puis dans l'opposition, c'est guère mieux, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quel programme ils vont appliquer si d'aventure ils arrivaient au pouvoir. C'est terrible, ça veut dire que c'est le témoin d'une érosion du jeu démocratique en Israël, et c'est pas pour le bien du pays. C'est pas pour le bien du pays. Chaim, Oui, alors, Stéphane, je voudrais quand même revenir sur l'un des sujets qui va traverser
la campagne électorale et pas seulement la campagne électorale. Alors, je sais que vous êtes analyste et que vous n'êtes pas homme politique, mais votre analyse froide, quand on dit que malheureusement, et c'est vrai, depuis le 7 octobre, les soldats sont fatigués, à la fois ceux qui faisaient leur service normal et puis tous les réservistes. Et puis de l'autre côté, il y a toute cette discussion sur la fameuse loi sur la circonscription des religieux. Et apparemment, on est dans l'impasse le plus total. Il y a quand même un manque pour l'armée, je dirais, de soldats, de troupes. Oui, c'est la corruption qui règne en maîtresse à Jérusalem. Ben, on n'a pas besoin de sortir de l'ENA pour comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que sans les religieux, le Likoud n'a pas de majorité. Les religieux veulent se soustraire, exigent de se soustraire du devoir de service militaire. Et c'est un des cadeaux que M. Netanyahu est prêt à leur faire. Maintenant, moi, j'ai la moitié de ma famille qui sert sous les drapeaux, notamment au Liban, notamment à Gaza. Je suis moi-même pilote et j'ai beaucoup d'amis qui le sont également. Pourquoi je dois risquer je dois accepter que ma fille risque sa vie sous l'uniforme pendant près de 3 ans, alors que alors que M. Netanyahou autorise ces gens à ne pas faire l'armée. Cette loi est une loi scélérate, il faut le dire de cette manière, comme d'autres lois. Et avec peut-être en bémol, parce que je passe assez souvent dans la soupe, faut dire les choses comme elles sont, pas par rapport aux religieux. Les religieux, comme tout le monde, comme tous les habitants d'Israël, il y a une expression israélienne qui dit qu'il faut que nous nous placions sous la civière quand il y a un blessé. Et eux refusent de se placer sous la civière. Donc il faut que la loi soit respectée, la loi existe. Il n'y a pas de grande discussion, il n'y a pas de grande discussion à avoir sur ce sujet. Mais le sujet sur lequel il y a une grande discussion à avoir, c'est de savoir si Tsahal a besoin de ces religieux. Parce que ces religieux, ce qu'on ne dit pas, s'ils veulent pas faire l'armée, c'est qu'ils n'aiment pas et qu'ils ne reconnaissent pas l'État d'Israël. Ils ne reconnaissent pas la démocratie, ils ne reconnaissent pas nos juges. Alors on va leur donner des fusils et puis on va les obliger en quelque sorte d'aller servir au Liban ou à Gaza. Je suis pas sûr que ce seront des très bons soldats. Je comprends qu'on a besoin de soldats, je comprends la problématique, mais je préférerais que ces gens qui détestent mon pays eh bien, à donner un coup de main dans les hôpitaux ou en agriculture, plutôt que se balader avec des fusils à Gaza. Voilà Donc, mon c'est analyse. c'est une analyse extrêmement intéressante parce que on sait qu'il y a des régiments qui ont été, des brigades qui ont été organisées pour justement ces religieux et que ces religieux ont eu des actions très intéressantes à Gaza et même au sud Liban avec beaucoup de bravoure. Mais comme vous le dites, il y a d'autres qui ne veulent pas faire la guerre parce que voilà, ils sont vraiment très loin de la démocratie israélienne, très loin de Eretz Israël tel qu'il est aujourd'hui. Et est-ce que ce sujet-là va être vraiment abordé et est-ce qu'il sera le pilier central de l'élection et qui pourrait faire basculer l'élection? Non, parce qu'on peut pas l'aborder. C'est une des vaches sacrées. En fait, il n'y a pas énormément de ces unités, il y en a, Il y et en a quand même. ce sont des gens exceptionnels, c'est-à-dire qu'ils doivent aller contre leur rabbin, contre leur famille. J'ai vu de ces soldats qui, quand ils reviennent en permission le vendredi ou le samedi, ils se font lyncher par la population dans la rue euh, dans la rue des villes. Et, euh, et ils ne sont pas représentatifs de la population dont on parle, de ces Zédénistes, c'est comme ça qu'on les appelle. Ils sont atypiques par leur nom, c'est une toute petite minorité qui sert dans l'armée. Et ce sont véritablement des héros parce qu'ils vont à l'encontre. Et avec eux, il n'y a aucun problème, aucun doute quant à leur fidélité, à la qualité du service qu'ils vont nous donner dans l'armée.
Et ceux-là, ce sont vraiment des héros d'Israël et des gens d'une intégrité exceptionnelle. C'est pas un débat d'idées, hein. On n'a rien contre les religieux. Le co-directeur de l'agence que je dirige est religieux. On n'a absolument rien contre eux. Et au contraire. Mais on a beaucoup contre ceux qui ne respectent pas notre pays et nous disons, ils sont antisionistes, ils sont contre l'État d'Israël. Toutes toutes les cours chassidiques à des degrés différents sont opposées à l'existence de l'État d'Israël. Ce qui est terrible, ce qui nous pose C'est des terrible et problèmes. en fin de compte, c'est un faux problème. Pas à mes yeux, c'est un problème terrible. Chaim. Bon. Oui, Stéphane, je voudrais revenir un petit peu à votre quotidien. Il y a eu une nouvelle instruction du commandement du front intérieur qui a mis en place de nouvelles mesures, notamment les enfants ne vont plus à l'école. Alors, il y a aussi un problème récurrent, c'est que il y a quelques semaines, le maire de Kiryat Shmone était en France pour essayer de collecter de l'argent pour que l'on puisse mettre en place des abris, des miklatim. Est-ce que ça veut dire que le nord d'Israël est sous-équipé en abris? Bien sûr. Non seulement Israël, mais Metula. C'est-à-dire on est on est sous les bombes, et puis en même temps, on n'a pas. Par exemple, dans tout notre lotissement, on a des abris individuels, mais on n'a absolument pas de vrais abris pour des bombes de gros calibre. C'est-à-dire qu'il y a 66 maisons familiales qui n'ont pas d'abri collectif, et ça empire dans d'autres endroits. Oui, c'est un immense problème. C'est un problème de gestion de l'argent, en fait, de gestion des fonds publics. Il faudrait prendre des mesures très différentes pour la protection des habitants et le développement de la Galilée. Il faudrait que ça devienne attirant. Et puis, il faudrait aussi discuter plus ouvertement, plus honnêtement peut-être, avec le gouvernement libanais en vue d'arriver à un accord avec lui. Merci Stéphane, merci de votre analyse, merci du temps que vous nous avez accordé malgré la machine à laver qui arrive pas et qui arrive en pleine émission, c'était sympathique. Merci à vous. Je vous rassure Serge, le type qui amène la machine est en train de crier depuis le hall d'entrée, on va aller s'occuper de lui avec toutes mes excuses. Non, ce n'est pas grave. On est en direct et on est en direct avec le quotidien. Merci Stéphane. À bientôt sur les ondes de Kol Aviv. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci à vous et à Chaim. Je pense que les questions étaient... On a éclairci des choses, on a dit des choses que les auditeurs ne connaissaient pas. Mais ça, c'est Israël Le Mag, Jufa. Merci. Exactement, Israël Le Mag. Voilà, nous revenons au plateau et nous allons avoir notre prochain invité, Yehuda Lankri, ancien ambassadeur d'Israël en France, ancien ambassadeur d'Israël aux Nations Unies. Bonjour Yehuda. Bonjour Serge. Alors Yehuda, nous l'avons pas en vidéo, mais nous l'aurons en audio, puisque on a des petits problèmes de connexion avec Israël. Alors Israël on a l'impression qu'Israël est un peu écarté de ces négociations entre les États-Unis et l'Iran. Comment on peut analyser cet événement? Est-ce que c'est parce que Netanyahou se désintéresse, ou bien Netanyahou a fixé déjà les problématiques avec Donald Trump au sujet des lignes rouges que pourrait accepter Israël dans cet accord? Ou bien alors c'est parce qu'on est en période électorale et que finalement on fait autre chose? Non, Netanyahou sûrement ne se désintéresse pas de ces négociations. Il aimerait beaucoup y entrer. Sauf que la partie se joue d'abord entre Américains et Iraniens. Nous sommes plus ou moins en contact, un contact un peu biaisé, mais nous arrivons à avoir les informations utiles et à reconnaître les mouvements de fond de cette négociation. Deuxième élément, la relation confiante entre Netanyahou et Trump est telle qu'on peut réellement se confier aux États-Unis et être sûr qu'ils ne vont pas lâcher Israël à un moment ou à un autre. Vous pensez que Trump pourrait lâcher Israël à un moment donné?
Non, il me semble que l'alliance est si forte, Ah, d'accord. et si Rassurez-nous. qualitative. Oui, oui, bien entendu, je n'ai pas dit qu'ils allaient nous lâcher, mais nous sommes vigilants, il faut être vigilant. C'est l'avenir d'Israël qui se joue. Et c'est l'Iran avec sa menace existentielle sur Israël et sa détermination d'éradiquer Israël. Donc il faut doubler de prudence et faire confiance à ce livre-là, au plus grand président ami d'Israël dans l'histoire des États-Unis, Donald Trump. Chaim. Oui, mais en même temps, Yehuda, on a beaucoup de mal. On a beaucoup de mal parce que vous êtes un diplomate et vous savez à quel point la diplomatie, ben, c'est le secret ou c'est la discrétion. Et là, il n'y a pas un jour où Donald Trump communique et quelquefois il dit des choses qui peuvent être changeantes, je dirais, le matin et l'après-midi. Et puis il y a eu cette parole il y a quelques jours de Donald Trump qui a dit notamment bah, Bibi Netanyahu, il fera ce que je vais lui dire. Bon, c'est le style disruptif de Donald Trump. On connaît son engouement pour les négociations telles qu'il les conçoit. Et je pense que à ce niveau-là, il bénéficie d'une compréhension discrète mais globalisante, totale de Netanyahou. Je pense que Netanyahou lui fait confiance. Israël a toute raison de lui faire confiance. Nous avons mené une guerre commune que nous continuerons ensemble avec une concertation au niveau militaire des plus étroites et des plus utiles. Et donc il peut y avoir des moments où on s'angoisse un peu parce que l'enjeu est de taille, mais grosso modo la relation est ferme et elle nous invite à redoubler de confiance envers les États-Unis. Alors on parle de cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran, et puis finalement il y a eu des bombardements US il n'y a pas très longtemps. Il y a eu aussi des tentatives de poser des mines dans le détroit d'Ormuz de la part des gardiens de la Révolution. Les négociations se font par l'intermédiaire des Pakistanais à Islamabad. Les Qataris sont là prêts à débloquer des milliards qui étaient gelés au Qatar. Et finalement, on se rend compte que les États-Unis discutent et gèrent ces négociations avec des intermédiaires, j'allais dire. Et puis, on se rend compte que finalement, c'est Mojtaba Khomeini qui dirige et qui vraiment dirige, et c'est lui qui dit oui ou non. Et c'est pour ça qu'on a ce décalage entre les négociateurs iraniens qui finalement négocient rien du tout, parce qu'en fin de compte, c'est Khomeini qui décide. Et n'oubliez jamais que les Iraniens sont passés maîtres dans l'art de la négociation. D'ailleurs, Trump a eu cette réflexion par où il dit que les Iraniens n'ont jamais gagné une guerre, mais ils n'ont jamais perdu une négociation. Donc, c'est à quoi s'en tenir. Ce sont des négociateurs coriaces, rétifs, qui font une guerre d'usure à travers la négociation. Ils veulent gagner du temps, ils veulent récupérer leurs avoirs gelés à cause des sanctions et céder aussi peu que possible sur l'essentiel, c'est-à-dire sur le nucléaire. Mais vous pensez que les négociateurs aujourd'hui, les négociateurs iraniens, notamment le président du Parlement iranien, est prêt à prendre des responsabilités dans la négociation? Puis finalement, quand il négocie quelque chose, même si c'est quelque chose qui lui paraît intéressant pour l'État, pour la République islamique, ben, quand il arrive chez Mojtaba, ben, il lui dit non, c'est pas bon. Oui, mais de toute façon, le mot de la fin, c'est Mojtaba Khamenei qui l'a, c'est le guide suprême. Donc, parfois, les négociateurs iraniens peuvent s'abriter derrière Mojtaba Khamenei pour affiner leur position, revenir sur certaines positions. Voilà pourquoi je dis qu'ils sont rétifs. C'est comme un cheval qui récalce. C'est comme ça. C'est le jeu des Iraniens.
Oui, mais finalement, les Américains négocient avec personne, quoi. En fin de compte, ils négocient avec un mirage qui est là, qui est dans ce taré, qui est dans son bunker, qui est invisible parce que certainement que physiquement, il doit être invisible, et qui finalement se démontre une chose très claire, c'est que l'appareil iranien islamique cette République islamique n'a pas été détruit. Le chaîne de commandement est toujours en place, les gardiens de la révolution, le guide suprême. Et ça, par contre, c'est un échec. Écoutez, ils sont tellement fanatiques, ils tiennent tellement à leur régime que, évidemment, ils peuvent bouger d'un endroit à l'autre, passer du mirage à autre chose. Alors, si le mirage ne marche pas, pour reprendre une métaphore de l'aviation, peut-être qu'avec le F-16, finalement, on trouvera la solution. Mais est-ce que finalement, le principal problème, c'est que l'Iran est un pays terroriste, est un État terroriste et qu'on ne peut pas négocier avec des terroristes finalement. Il faut éliminer les terroristes. Et malgré tout, il faut patienter, il faut négocier, il faut batailler, il faut manœuvrer entre guerre et cesser le feu et éventuellement paix avec, me semble-t-il, un objectif difficile à atteindre, mais qu'il faut rechercher à tout prix, le changement de régime ou le renversement de régime. Ça pourrait soulager l'Iran. Le peuple iranien, il y a des peuples iraniens au pluriel. Hein. Il y a un noyau chiite autour de Téhéran, mais Téhéran est lui-même encerclé par plusieurs ethnies qui ne demandent qu'à se libérer des gardiens de la révolution. Donc patientons, ça arrivera. Chaim? Alors, bon, Chaim n'est pas là. Alors, ma question est très simple aujourd'hui. Il y a des pourparlers entre le Liban et Israël. Les Libanais se disent un petit peu agacés par l'attitude israélienne, notamment avec l'intensification des bombardements israéliens sur les sites du Hezbollah. Dites-moi un petit peu où on en est dans ce dossier. Eh bien, les Libanais agacés, comme vous dites, ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, qu'ils agissent. Nous sommes là pour essayer de désarmer le Hezbollah. Ce n'est pas une mission si simple, notamment avec cette arme dont ils disposent, les drones explosifs ou les munitions rôdeuses, comme on les appelle techniquement. Nous n'avons pas de parade pour le moment. Donc nous sommes acculés à intensifier nos opérations militaires pour faire reculer le Hezbollah, le déloger, le traquer. Ça donne du temps au gouvernement libanais qui pourrait peut-être bouger. À la différence de ceux qui l'ont précédé, il a au moins cette volonté déclarative de gérer les destinées de son pays, de se détacher du Hezbollah. Mais il faut qu'il passe à l'action. Je dirais même plus, il faut qu'il fasse appel à ses amis, à ses alliés. Je pense notamment à la France, qui pourrait dépêcher des contingents afin de prêter main forte sur le plan militaire au Liban. Le Liban est faible à ce niveau. Il faut qu'il soit appuyé par ses amis, ses alliés traditionnels et historiques. Alors Yehuda, il y a plein de questions que l'on se pose. C'est notamment aujourd'hui, que représentent les accords d'Abraham depuis, je dirais, le 7 octobre. Ils ont été mis en veilleuse. Est-ce que vous voyez des signes, disons, de départ ou de nouvelles possibilités? Et puis, il y a eu cette déclaration du président Trump qui a dit qu'il espérait, qu'il souhaitait que, étant donné les services rendus, des pays comme le Qatar allaient rejoindre les accords d'Abraham. Vous qui êtes un acteur de ces accords d'Abraham, notamment dans les relations entre le Maroc et Israël, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Les accords d'Abraham ont le mérite d'exister et de tenir le cap. Ils n'ont pas été sérieusement ébranlés ou remis en cause par le conflit régional qui perdure. Ils sont là. Donc c'est en promesse un horizon auquel on peut évidemment se joindre le moment venu. Le président Trump, qui en revendique
à juste titre, la paternité, c'est lui l'inventeur des accords d'Abraham, souhaiterait les élargir autant que possible. Quant à moi et le Qatar, moi je me méfierais du Qatar. Le Qatar est une source de nuisance considérable. C'est un pays corrupteur et corrompu. Donc, si on l'a en moins dans les accords d'Abraham, je pense que ça ne serait que meilleure éventualité. Je m'en passerai très volontiers. Il a tout fait pour corrompre là où il peut, en Occident notamment, et pour détruire l'image d'Israël. S'il y a aujourd'hui des problèmes avec cette liste noire des Nations Unies, autour de la violence sexuelle, je peux à peu près avec certitude vous dire que le Qatar a dû passer par là. Il y a eu peut-être des méfaits que certains Israéliens ont pu commettre dans une unité d'origine. Il y a lieu d'enquêter sérieusement et rigoureusement. Israël ne l'ayant pas fait, donc elle a laissé le champ libre à des forces hostiles, des Nations Unies et peut-être le Qatar derrière, avec son souffle corrupteur pour incriminer Israël. Donc moi je me passerai très volontiers du Qatar au niveau des accords d'Abraham, mais les accords d'Abraham sont là, leur créateur est là, et on peut toujours, une fois le conflit réglé globalement, essayer d'insérer ou d'intégrer d'autres énergies créatrices à l'intérieur de ces accords d'Abraham. Alors, Yehuda, vous avez été ambassadeur d'Israël à l'ONU, donc vous connaissez particulièrement bien cette structure que De Gaulle décrivait avec un mot, c'est le machin. Vous l'avez évoqué, il y a eu il y a quelques jours l'inscription d'Israël sur une liste particulièrement odieuse, puisqu'on reproche à Israël ou à des organisations d'avoir commis des crimes sexuels. Alors, il n'y a pas que le Qatar, il y a une majorité automatique. Comment on en est arrivé à là? Vous connaissez l'histoire tout à fait encombrée entre nous et les Nations Unies. Il y a des majorités automatiques, mais ça c'est le fait d'un travail plus restreint, c'est-à-dire des enquêtes et des rapports par l'administration, le secrétariat des Nations Unies dans ce cas de figure. Ça n'est pas encore l'Assemblée générale, ni le Conseil de sécurité. Et à ce niveau, des pays comme le Qatar, qui ont la main partout, peuvent avoir une influence extrêmement négative. Je n'ai pas les preuves formelles, je ne fais que supputer quelques hypothèses, mais s'agissant du Qatar, il faut se méfier. Raïm? Oui, alors, vous savez, je suis en train de réfléchir avec vous à voix haute, Yehuda. Hier, le Paris Saint-Germain, qui est une propriété du Qatar, a gagné la Ligue des Champions. Et puis, on voit bien aussi à quel point le Qatar s'infiltre directement ou indirectement en France, directement ou à travers les frères musulmans. Est-ce qu'il n'y a pas un projet de conquête par le Qatar, je ne vais pas dire du monde, j'exagérerai, mais de déstabilisation? Oui, ça ne fait que, si je puis emprunter une métaphore, ça ne fait que blanchir, que mieux blanchir la pâte blanche du Qatar, celle qu'il montre à l'Occident, à travers plusieurs manifestations sportives, culturelles, les universités aux États-Unis ou ailleurs. Oui, il est en train de rechercher une légitimité décuplée. Et bien sûr, cette victoire ne peut que dorer son blason. C'est pour ça qu'il faut encore plus s'en méfier. Oui, de toute façon, je voudrais rappeler que hier, lorsqu'il y a eu des manifestations aux Champs-Élysées, je dirais que tout à fait naturellement, on a vu des drapeaux palestiniens, comme il y a régulièrement des drapeaux palestiniens au Parc des Princes quand on joue le Paris Saint-Germain. Oui, là où le Qatar peut noircir Israël, le Qatar et ses zones d'influence, il faut s'attendre à ça.
normalement, avec une fête comme la finale de la Coupe d'Europe, la basse cuisine politique devrait être exclue. Mais ce mélange des genres n'impressionne pas les instigateurs. D'abord ceux qui manifestent pour les Palestiniens, mais ceux qui les nourrissent sur tous les plans, de l'inspiration, la logistique, et derrière eux se trouve le Qatar. Bien, mais écoutez, je crois, Yehuda, qu'on a fait, grâce à vous, le tour de la situation et on tient à vous remercier malgré les aléas du direct et on vous dit à très bientôt sur l'antenne de Kol Aviv. Et à très bientôt en visio, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup, chers amis. Merci Vous Yehuda me Lankri. vous me voyez, désolé, vous ne me voyez pas, mais vous me ressentez. Oui, J'ai c'est mis tout ce vraiment. montage. Vous avez trouvé l'expression extraordinaire. C'est vraiment une expression de diplomate, j'allais dire, hein, finalement. Merci Yehuda en tout cas de votre éclairage, merci de votre Merci, Serge. de Merci. ce que vous nous avez apporté et bien entendu c'est vrai que pour le Qatar on est toujours dans cette situation un peu inconfortable avec ce pays qui est quand même qui abrite la plus grande base américaine je crois du monde ou peut-être en dehors des États-Unis, non, c'est ça? C'est son gage de survie d'ailleurs, cette base américaine. Tout à Parce que fait. finalement, le Qatar, à y regarder de plus près, vous avez peut-être 1 demi-million de Qataris originaux. Pour l'essentiel de la démographie, ce sont les uns et les autres qui contribuent à l'enfler. Mais sa survie sur le plan sécuritaire, c'est cette base américaine. Enfin, bon, c'est quand même une survie, mais enfin, il s'amuse aussi à préparer et à instruire des professeurs d'université américaines, justement au Qatar, et pour instiller leur haine d'Israël et leur haine des Juifs. On le sait. Oui, en effet. Merci beaucoup, Serge. Merci, Yehuda. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Voilà. Au revoir. Merci. Au revoir. Alors, Chaim, une situation un peu compliquée avec Yehuda, puisque nous n'avons pas pu l'avoir en direct vidéo. Ça aurait été plus sympa. Et puis, votre analyse un peu sur la situation avant d'aborder la séquence suivante. Eh bien, écoutez, je crois que, à la fois, comme l'a dit tout à l'heure Stéphane Jouffa, on est dans une situation qui est très positive avec le fait que, pour le moment, le front avec Gaza est neutralisé. Mais ce qui se passe, c'est que depuis plusieurs semaines, ce faux cessez-le-feu au Liban ne fonctionne pas et on peut craindre malgré tout une espèce, je dirais peut-être, d'incendie. Est-ce Eh que bien, juste pour vous avez dit quelque chose d'intéressant, Chaim, parce que la problématique peut-être d'Israël, c'est que si le Hezbollah continue à enflammer la frontière israélo-libanaise, notamment les populations du Nord, à la proximité de la frontière, c'est peut-être pour gêner justement les négociations entre le Liban et Israël, non? oui, absolument. D'autant plus que, comme vous le savez, il y a eu des négociations. Donc, le dernier round a eu lieu vendredi. Le Premier ministre libanais, je dirais, s'est cru obligé hier de faire une déclaration en disant « Oui, mais il faut qu'Israël évacue tout le Liban avant que l'on continue, mais il y a quand même un dernier round, non, plutôt le round suivant qui est prévu pour mardi prochain. Donc, si vous voulez, c'est que on peut espérer que quelque chose est en train de se mettre en place avec le Liban. Voilà, alors Serge, nous sommes aussi confrontés à des problèmes de connexion avec Jacques Bendelak, et donc je vais peut-être demander à notre technicien de le contacter. C'est vraiment les aléas du direct, et vous voyez, c'est vraiment une émission en direct de Toulouse en Israël. Nous avons été à Metula, nous avons été à Tel Aviv, là nous essayons d'aller à Jérusalem. Donc si vous voulez peut-être
un peu de musique ou un jingle, le temps de trouver Non, exactement. juste, on va continuer simplement à évoquer la situation, notamment à la frontière libanaise. Et donc, on a dit qu'il y avait cette situation qui était peut-être une volonté de la part du Hezbollah de maintenir une pression sur Israël, mais que Israël prenait l'avantage en ce moment, puisque Israël a combatté au-delà du Litanie, dans une région très intéressante pour Israël sur le plan sécuritaire, que maintenant les missiles anti-chars qui étaient des cibles majeures ne sont plus là pour embêter les Israéliens. Voilà, nous avons notre invité et il est là, monsieur Jacques Bendela, qui est un économiste. Bonjour Jacques. Oui, bonjour, merci de me recevoir. Voilà, avec vous, on va essayer de revenir. On a parlé de la guerre, on a parlé du Liban, on a parlé de l'Iran, on a parlé de Gaza. Et avec vous, on voudrait revenir sur quelque chose d'extraordinaire, c'est la situation économique en Israël. Après 2 ans et demi de guerre, l'économie israélienne est à l'image de sa population, c'est-à-dire qu'elle est ce qu'on appelle une économie résiliente. Est-ce que c'est une réalité ou bien alors il y a des difficultés aussi dans la situation économique israélienne? Alors, c'est une réalité, hein. L'économie est résiliente, ça veut dire que c'est une économie qui encaisse les chocs et ensuite redémarre très vite lorsque les chocs se sont terminés, hein. Et donc, cette guerre nous a montré qu'effectivement, l'économie est résiliente parce que c'est une guerre quand même exceptionnelle, hein, par sa durée, par son ampleur, par son intensité, et que après 2 ans et demi de guerre, l'économie israélienne tient bien le coup, hein, il faut quand même le dire, hein. Même les économistes ont été étonnés de voir comment cette économie a tenu le coup. Alors, il n'y a pas de contradiction, c'est une économie résiliente qui se porte bien aujourd'hui, mais qui ne veut pas dire que tous les Israéliens en profitent. Parce que les succès de l'économie israélienne profitent à une partie de la population et d'autres n'en profitent pas, hein. Et ça, c'est malheureux parce qu'en Israël, effectivement, il y a aussi des pauvres, il y a des gens qui se sont appauvris pendant la guerre, il y a beaucoup de problèmes sociaux qui existent encore aujourd'hui, même si l'économie est forte. Oui, mais Jacques, on aurait envie de dire que malheureusement, en Israël, les riches deviennent de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres. Absolument. C'est ce que les économistes appellent une économie à 2 étages, avec un étage supérieur où il y a les riches qui s'enrichissent et qui se sont enrichis aussi pendant cette guerre, et les pauvres qui se sont appauvris aussi pendant cette guerre à cause de toutes sortes de problèmes sociaux et budgétaires qu'il y a pu avoir, hein. Donc une économie forte, mais très inégalitaire, hein. La plus inégalitaire des pays occidentaux, avec des taux de pauvreté, des taux d'inégalité de revenus très forts. Et malheureusement, c'est une guerre qui a encore aggravé les inégalités, parce que les riches, la technologie, tout ça, ça a bien marché, ça a tenu le coup. Et puis les pauvres sont restés un petit peu en arrière, ce sont les laissés pour compte de cette croissance. Et ça, c'est un problème qui existait avant la guerre et qui va continuer de se prolonger après la guerre, hein. Il n'y a pas de doute. Alors Jacques, il y a ce mystère. Tous les jours pratiquement, on voit que le shekel est de plus en plus fort, que l'euro et le dollar souffrent. Expliquez-nous quel est ce mystère. Alors, en économie, il n'y a pas de mystère et il n'y a pas non plus de miracle, hein. Je vais vous révéler un secret, c'est qu'en Israël aujourd'hui, il y a beaucoup de dollars en circulation, il y a beaucoup trop de dollars en circulation en Israël aujourd'hui, beaucoup plus que le pays ne peut en absorber. Et comme vous savez, sur un marché, quand il y a trop d'un produit, eh bien, son prix baisse. Et donc, il y a trop de dollars, le prix du dollar baisse et le prix du shekel monte. Alors, vous allez me dire pourquoi il y a trop de dollars en Israël en 2026? Eh bien, pour différentes raisons. D'abord parce que les investisseurs étrangers sont revenus en Israël après la guerre au début 2026. Ils investissent massivement en Israël, notamment dans la technologie, dans les industries militaires. Donc tout ça, ça apporte des dollars.
des entreprises israéliennes ont été vendues à l'étranger, ça fait rentrer des dollars. L'aide américaine importante en 2024 et 2025, ça fait rentrer des dollars. Israël commence à exporter massivement son gaz. Hein, on vend du gaz très fortement à l'Égypte, à la Jordanie, donc ça fait rentrer du dollar. Donc depuis 2026, le pays est débordé de dollars. On ne sait plus quoi en faire. Les réserves de la Banque d'Israël ont atteint des sommets qu'on n'a jamais atteints, de 230 milliards de dollars de réserves à la Banque centrale. Et donc, voilà, et donc le shekel se renforce. Alors, j'allais presque dire, c'est pas le shekel qui se renforce, c'est le dollar qui s'affaiblit. Hein. Et donc, la conséquence, c'est qu'effectivement, le shekel est plus fort. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des problèmes aux États-Unis. Hein. L'économie américaine n'est pas très bonne. Et donc, le dollar baisse. Les investisseurs cherchent à investir à l'étranger. Et donc, oui, c'est Israël qui en bénéficie. J'allais vous dire, un shekel fort, c'est pas une très bonne nouvelle. Hein. Exactement. Parce que il y a beaucoup d'aspects négatifs. Hein. Ça veut dire qu'on a du mal à exporter. Le pays a du mal à exporter puisque ce qu'il vend à l'étranger, ça coûte plus cher pour les étrangers, donc c'est difficile à exporter. C'est vrai qu'on importe de l'étranger moins cher, mais ça ne se répercute pas toujours sur les prix, donc on n'en profite pas. Les industries locales ont tendance à délocaliser à l'étranger parce que en Israël, c'est difficile de mener une affaire. Vous savez, la technologie en particulier, ils reçoivent des dollars dans leurs revenus, mais ils payent des salaires en shekels qui sont très forts. Hein. Donc il y a une disproportion entre le shekel trop fort et le dollar trop bas. Et aujourd'hui, on atteint une limite qu'il va falloir modifier parce que un shekel trop fort finit par être néfaste à l'économie israélienne et aux entreprises en particulier. Alors Jacques Bendalak, on a l'impression que cette problématique monétaire nuit un petit peu à Israël sur le plan et désorganise un petit peu l'économie israélienne. Est-ce que c'est vraiment ça ou bien alors il y aura un travail à faire justement pour réorganiser? Oui, alors écoutez, 2026 va être une année particulière parce que c'est aussi une année électorale. Une année électorale en Israël, c'est pas une bonne année pour l'économie parce que on a beaucoup de promesses, on a beaucoup d'argent qui est dépensé un peu à droite à gauche pour faire plaisir aux électeurs. Ah, parce qu'il y a des programmes, je ne savais pas. Oui, alors effectivement, il y a des programmes qui ne sont pas toujours respectés, qui sont un petit peu improvisés, on va dire. Voilà, on donne d'une main et on reprend de l'autre. Voilà, on peut appeler ça un programme. Effectivement, 2026 est une année qui va être compliquée pour l'économie d'Israël, d'autant plus que la guerre n'est pas vraiment terminée. Hein. On sait que le nord du pays est encore paralysé. Donc le redémarrage, il aura lieu véritablement en 2027, à condition que le nouveau gouvernement qui va être mis en place, mettre en place un budget, des plans de relance, de redémarrage qui n'existent pas aujourd'hui. Hein. Non, aujourd'hui, on n'a pas de plan économique digne de ce nom pour permettre justement, de démarrer. c'est la question. J'en souriais tout à l'heure parce que vous avez parlé de programme. On n'a pas l'impression d'avoir aujourd'hui, alors qu'on est en année électorale en Israël, que les élections, c'est dans quelques mois, on n'a pas C'est vrai qu'Israël est encore en guerre, et vous l'avez souligné. On n'a pas l'impression qu'Israël, que les partis ont présenté un programme notamment économique et social, bien entendu, parce que ça va de pair, justement, dans cette situation que vous décriviez tout à l'heure. Pour une raison assez simple, c'est qu'en Israël, l'économie ne joue aucun rôle dans les campagnes électorales et dans la décision de l'électeur d'aller voter. J'ai dit économique et social. Oui, mais j'ai bien compris. L'économique et le social, qui vont ensemble, n'ont pas un rôle véritable dans les campagnes électorales. Hein. Et les candidats le savent bien. Et donc, ils ne mettent pas l'accent sur l'économie, ils ne proposent pas des plans économiques, ils ne proposent pas des mesures particulières, ils mettent l'accent sur le côté sécuritaire, défense, ce qui est normal.
mais pour l'Israélien dans sa vie quotidienne, la vie est très chère, les transports en commun ne marchent pas bien, la construction, les logements sont à des prix imbattables, hein, donc la vie quotidienne est très chère, mais est très difficile, et il n'y a pas de réponse dans les partis politiques, malheureusement, hein, et pour les prochaines élections non plus, vous avez raison, il n'y a pas de projet économique à venir. Les plans politiques sont uniquement sur les domaines sécuritaires et stratégiques, hein. Et ça, on a l'habitude, j'allais dire un petit peu en Israël, de ne pas avoir d'élections qui sont basées sur l'économie, hein, parce que si c'était basé sur l'économie et le social, il y a longtemps qu'il y aurait eu davantage de changements politiques en Israël qu'il y en a eu ces dernières années. Alors, je termine par une dernière question. Vous avez parlé du logement, vous avez parlé de... la Banque centrale israélienne a modifié son taux directeur après 2 ans et demi de guerre. Quel serait l'impact de cette diminution de ce taux directeur? Est-ce que c'est pour relancer justement le logement? Est-ce que c'est pour améliorer les emprunts? Donnez-nous une idée en tout cas, parce que vous avez dit que... Est-ce que la Banque centrale est autonome par rapport au gouvernement? Non, la Banque centrale, oui, la Banque centrale est autonome, hein. La Banque centrale ne dépend pas du gouvernement. Le gouvernement aurait voulu que les taux d'intérêt baissent beaucoup plus fort qu'ils ne le baissent actuellement. Le taux d'intérêt a baissé, vous l'avez dit, de 1/4%. C'est pas beaucoup pour beaucoup. Mais c'est beaucoup. L'objectif, effectivement, c'est de rendre l'argent moins cher, donc de pouvoir emprunter davantage, que les remboursements des prêts soient moins chers, que les prêts bancaires et les couverts bancaires soient moins chers, et que les gens, les entreprises puissent emprunter pour justement relancer l'activité économique. Alors le problème, entre guillemets, c'est que les taux d'intérêt, malgré la baisse, sont encore trop élevés pour permettre une relance de l'activité économique. 3,75%, c'est beaucoup quand l'inflation est de moins de 2%. Donc on aurait voulu effectivement que les taux d'intérêt baissent plus fortement qu'ils ne l'ont fait jusqu'à présent. Et effectivement, c'est une des clés, hein, de cette économie israélienne, c'est que l'argent est cher, l'inflation est basse, hein, relativement, et donc on pourrait s'attendre à ce que les taux d'intérêt baissent encore un petit peu pour permettre justement un redémarrage de cette économie pour la fin 2026 et le début 2027. Alors justement, Jacques, quelles seraient, en tant qu'économiste, les perspectives que vous pourriez dégager? Écoutez, les perspectives sont bonnes, bien sûr, parce que les atouts de l'économie israélienne sont encore tout à fait corrects, hein, une main-d'œuvre spécialisée, une bonne technologie, un secteur privé très bon. Encore faudrait-il que le gouvernement, j'allais dire à venir, mette sur place des plans nouveaux pour faciliter l'intégration des Haredim et des Arabes sur le marché du travail. Ça aussi, c'est une grosse enjeu à venir, hein. Il faut dépenser davantage pour les infrastructures, pour les transports, pour la sécurité sociale, pour la santé, hein. Tout ça, ce sont des projets dont on s'attend beaucoup pour relancer l'activité économique et pour faire en sorte que justement il y ait moins d'inégalités, moins de pauvreté, hein, dans cette société israélienne, parce qu'on mérite d'avoir une économie plus juste, plus solidaire, et que, j'allais dire, que tout le monde profite, hein, de ce succès, de ce bon état de l'économie israélienne. Ce serait dommage que certains en profitent et pas d'autres. Et donc je crois que les perspectives sont bonnes, à condition que le gouvernement à venir se donne les moyens justement de répartir les fruits de la croissance sur toute la population. Merci Jacques Bendalak pour ces indications, en tout cas économiques, qui nous ont permis de comprendre un petit peu ce qui se passait en Israël aujourd'hui et avec cette perspective à demain à travers les élections prochaines en Israël au mois de septembre-octobre. Merci à vous, bonne journée, Shavua Tov, à bientôt sur les ondes de Kol Aviv. Voilà, Chaim, cette émission est terminée maintenant. Nous allons vous avez peut-être un petit mot à nous dire ? Alors écoutez, je ne vais pas faire une analyse de cette émission, qui a été comme toujours pleine d'enseignements, mais juste faire un petit rappel. Vendredi prochain, 5 juin, c'est l'anniversaire de la guerre des 6 jours, et il faut rappeler qu'il
Israël, qui était un pays minuscule, avec une armée minuscule, a réussi en 6 jours à repousser l'agression de plusieurs armées arabes. Voilà, moi je remercie Laurent qui était à la technique dans des conditions un peu difficiles par rapport à nos invités. Comme vous l'avez dit, on était à Methoula, on était à Jérusalem, on était à Tel Aviv. Et moi je vous dis à toutes et à tous, même si nous ne vivons plus en Israël, nous ne pourrons plus jamais vivre sans Israël. Allez, à ciao dans 15 jours.